Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir pour la cérémonie de remise des 2 prix de thèse de l'Institut du genre, qui est un moment toujours très important pour nous et qui couronne en fait chaque année, puisque c'est souvent soit en fin d'année civile, soit en début d'année civile. Donc là, on le tient effectivement en décembre et donc je suis effectivement très heureuse d'être là et de vous trouver ou retrouver pour cette première cérémonie de la 4e mandature que nous venons d'entamer avec nos 37 partenaires du réseau, sachant qu'en 2025, il y a donc 4 nouvelles universités qui nous ont rejoints, donc l'Université Côte d'Azur, l'Université Poitiers, l'Université Montpellier Paul Valéry et l'Université Claude Bernard Lyon 1. Donc nous ne cessons de nous élargir et c'est vrai que parmi nos activités qui sont organisées donc, autour de 4 missions principales, alors faire réseau, dont je viens de parler, structurer, soutenir et visibiliser le soutien à la jeune recherche, occupe vraiment une place cruciale depuis la création donc, de l'Institut du genre en 2012, puisque les recherches sur le genre et sur les sexualités réunissent une communauté extrêmement dynamique, extrêmement nombreuse aussi, et que les thèses développées dans le domaine, dans la diversité des disciplines que nous couvrons et des approches, elles sont le lieu où se pensent effectivement les recherches de demain et les enjeux de société essentiels. Donc, de ce point de vue-là, le prix de thèse est vraiment un moment absolument essentiel. Alors, c'est le cas avec les 2 lauréates de cette année, donc, qui ont été sélectionnées parmi 52 candidatures par le Conseil scientifique. Donc 52 candidatures qui étaient toutes extrêmement intéressantes, de grande valeur. Donc il y en avait eu 40 en 2024. Donc Juliette Bourg et Juliette Donfaka, c'est grâce à vos travaux que la recherche avance. Donc toutes nos félicitations, surtout que vous avez mené effectivement des enquêtes l'une et l'autre sur des terrains difficiles et que vous montrez comment il est possible non seulement de participer mais d'enrichir pleinement cette dynamique. Et donc nous sommes extrêmement heureuses et heureux de vous remettre ce prix de l'Institut du genre. Enfin, c'est pas moi qui vais vous le remettre, c'est Estelle Ferrarez qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui qui le fera. Et nous sommes particulièrement fiers de contribuer à mettre en valeur vos recherches doctorales qui se distinguent effectivement par leur excellence, leur originalité et leur courage face à des questionnements essentiels. Donc recevez toutes nos plus chaleureuses félicitations, même si ce n'est pas moi qui vais le plus parler de vos travaux, vous en parlez vous-même beaucoup mieux. C'est aussi pour moi le moment de remercier toutes et tous celles et ceux qui œuvrent à l'organisation de ce prix, donc les partenaires de notre réseau bien sûr, le conseil scientifique qui, avec beaucoup de ténacité, de rigueur et d'exigence, sélectionne les 2 candidates, les collègues qui ont accepté de se charger des évaluations externes de l'ensemble des thèses, Isabelle Pastor-Sorokin, notre secrétaire générale, Héloïse Imbert, qui a été notre chargée de veille de communication et qui est maintenant aussi docteur, donc félicitations aussi Héloïse, ainsi que Vinay Swami, donc, qui a pris la suite et qui est notre nouveau chargé de communication et de veille scientifique, qui sont absolument des chevilles ouvrières pour l'organisation et le suivi du prix, l'UAR Condorcet et la MSH Paris Nord et les équipes du campus Condorcet qui nous accueillent. Enfin, Estelle Ferrarez qui va vous remettre le prix cette année. Alors, cette cérémonie en 2025, elle inaugure également, et là aussi nous en sommes extrêmement heureux, un partenariat avec l'association Effigie, qui est peut-être connue et dont la présidente est aussi présente, donc elle dira quelques mots dans un instant. Effigie, donc grâce auquel les prix peuvent vous être versés. Alors,
J'en profite pour mentionner que dans le numéro anniversaire des 30 ans de la revue Clio, Femmes, Genre et Histoire, donc cette revue qui est elle-même une institution de notre domaine, Michel Boson, donc, qui a présidé le comité du prix de thèse de l'Institut du genre depuis sa création, publie un article intitulé « Les doctorants et les doctorantes au cœur de l'institutionnalisation des études de genre, l'apport des données chiffrées ». Et il y souligne à la fois donc, le rôle décisif joué par les associations et en particulier par l'association EFIGI, donc qui est une association des jeunes chercheurs et chercheuses en études féministes de genre et de sexualité, donc dans ce processus d'institutionnalisation. Mais il souligne aussi la place tenue justement par notre prix. Bon, il se trouve qu'il était un peu à l'initiative de ce prix, mais néanmoins, en termes de visibilisation et d'institutionnalisation. Donc c'est pour ça qu'il nous a semblé logique et légitime de mettre en place ce partenariat qui matérialise effectivement ces liens étroits, alors qui ne sont pas dénués d'exigences réciproques, et c'est très bien comme ça, entre le domaine institutionnel qui est le nôtre et la jeune recherche que EFIGI défend et représente avec beaucoup de constance et beaucoup d'efficacité. Donc merci beaucoup à sa présidente, donc Pauline Queret, d'être là aujourd'hui. Donc je vais immédiatement vous céder la place. Et ensuite, nous écouterons Estelle Ferrares, qui est un peu ma directrice aussi de l'Institut du genre, puisqu'elle m'a précédée pour présenter vos travaux avant de vous entendre. Mais encore une fois, toutes nos plus chaleureuses félicitations. C'est vraiment une très belle réussite. Et donc, bravo à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais être brève, puisque l'important c'est les deux lauréates ici que je félicite au nom de l'association EFIGI, vraiment de tout mon cœur. Félicitations, nous vous verserons vos prix d'ici peu. Juste pour moi, l'occasion également de remercier encore une fois l'Institut du genre pour ce partenariat. Ça permet à EFIGI de continuer à travailler et d'œuvrer pour la diffusion, la connaissance et la mise en place des réseaux de solidarité au sein des études de genre. Donc je vais procéder à une brève présentation de l'association pour peut-être vous donner envie de nous rejoindre. Nous sommes une association du coup, qui a été créée en 2003 et nous avons donc plus de 20 ans d'expérience. Je suis sa présidente depuis 3 ans maintenant et nous comptons sur un bureau d'environ une dizaine de personnes qui peut-être vous nous connaissez à travers cet outil qui gère notamment une liste de diffusion en études de genre où les personnes précaires de la recherche mais également les titulaires et autres personnes qui sont intéressées par ce domaine d'études peuvent diffuser leurs appels à communication mais également des présentations d'articles ou des annonces plus quotidiennes comme des logements. Donc nous sommes toujours à la recherche et nous accueillons toujours les personnes qui auraient envie de s'investir dans la diffusion des études de genre. Donc si jamais vous êtes intéressé ou vous avez envie d'en savoir plus ou vous souhaitez bénéficier de l'outil que nous mettons en place qui est la liste de diffusion, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une page internet référencée. Et sur ce, je vous remercie encore une fois pour ce partenariat et je vous félicite. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravie de me retrouver là ce soir, de ce côté-là. J'ai souvent été là. Et c'est un honneur pour moi que de pouvoir vous remettre ce prix, qui ne va pas avoir lieu tout de suite, puisque on va d'abord vous écouter, mais également d'être là pour présenter un petit peu ce que j'ai pu comprendre de vos travaux. Ce que j'ai pu comprendre parce que donc moi je suis d'une discipline qui n'est ni aucune des vôtres, je suis ni historienne ni anthropologue, je suis philosophe, d'où disons mon regard de biais peut-être. Voilà, j'espère que vous accepterez, sur vos travaux, que j'ai essayé de croiser sans leur faire violence non plus. Donc en fait, les deux lauréates de cette année, dans l'ordre alphabétique, puisqu'il n'y a pas de mérite dans cet ordre, sont d'une part donc, Juliette Bourg,
qui a réalisé une thèse d'histoire à l'EHESS, dont le titre est Comme des hommes, point d'interrogation, trajectoire militante de femmes politiques impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Et ensuite, donc, nous avons Juliette Danfaka, pour une thèse d'anthropologie de l'université de Nanterre, dont le titre était Des voies déviées, migration des jeunes femmes celtales de San Juan Cancún perdues à Mexico. Je pense que je vais m'en mêler à plusieurs reprises sur ce moment-là, mais bon, vous pouvez alors, en vous lisant, il m'a semblé que ce qui rassemblait vos deux travaux, c'est peut-être le fait d'avoir traité, ou d'avoir donné à voir, d'avoir pensé des femmes qui font ce que les hommes sont censés faire, de manière assez différente, mais je crois que c'est ce qui vous rassemble. Dans un cas, c'est tuer, et dans un autre, c'est migrer seul, en fait. Et ce qui me semble intéressant, c'est la manière que vous avez eu de montrer ce qu'elles font comme des hommes, ce qu'elles font peut-être à la place des hommes, elles le font à leur manière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit vraiment pas de montrer ou de dire qu'elles saupoudreraient, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler de la poussière d'essence féminine, sur certaines pratiques, ou c'est pas évidemment de dire non plus qu'elles injecteraient des savoir-faire propres sur ces activités qui sont tuées et migrées. Mais il me semble que dans leur manière même de passer les frontières du genre ou les frontières de certaines attentes genrées, eh ben, elles se retrouvent assujetties à d'autres attentes genrées, ce qui me semble assez intéressant, à d'autres scripts sexués et qui tiennent précisément à leurs activités. Alors, d'un côté, parmi d'autres choses, pour ces femmes, pour ces jeunes femmes celtales, donc c'est une communauté du Chiapas, au Mexique. Ce sont donc des jeunes femmes qui sont confrontées, au moment où elles migrent, où elles quittent leur village d'origine, pour migrer dans la capitale, elles sont confrontées à des formes de blâme, d'invisibilisation, de déni d'existence même, par leur communauté, qui fonctionne notamment par l'imputation d'une forme de prostitution. Ça fonctionne comme ça. Donc il me semble que ce qui là, c'est des attentes genrées, j'allais dire, ou des scripts, plutôt là ce serait un script, qui s'impose à elles. Ben, là, c'est vraiment la question de la prostitution, ou des échanges économico-sexuels qui se révèlent être des évidences que l'on trouve devant soi dans les moments ou les espaces de rupture. Devant soi en tant que ressource possible, ou devant soi en tant qu'étiquette qui ne va pas tarder à coller jusqu'à étouffer. Voilà. Et dans l'autre thèse, eh bien, il s'agit d'un sorte de tressage, j'allais dire, du fait que l'organisation de la violence génocidaire, puisqu'en fait, ce que vous suivez dans votre travail, ce sont donc des femmes politiques d'un assez haut niveau qui ont activement participé donc, au génocide des Tutsis. Alors activement voulant dire, ou bien en organisant, c'est-à-dire en fait en lançant les miliciens voilà, sur certaines personnes, soit en participant directement à ces violences, soit en tuant elles-mêmes. Eh bien, ce qu'on voit dans cette thèse, c'est que cette participation, physique ou non, à la violence, se tresse à des motifs récurrents du genre, comme par exemple l'englument dans le quotidien, dans la répétitivité, dans ce que Beauvoir a nommé l'immanence, et notamment ce que je trouvais très intéressant et frappant, c'est la manière que vous avez de montrer comment est-ce qu'il y a toute une forme de zèle dans le quotidien, que vous donnez à voir dans une reconstitution d'une journée type de ces femmes,
pendant les 3 mois que va durer le génocide, donc d'avril à juillet 1994. Il y a vraiment une sorte de mise au service zélé du quotidien, puisqu'il s'agit notamment pour ces femmes de nourrir ces miliciens, par exemple. Il s'agit de nourrir aussi sa propre famille, enfin les deux ensemble. Et il y a vraiment une sorte d'assujettissement à des gens, à des rôles de genre, dans ce rapport au quotidien, dans le fait de nourrir autrui, d'entretenir les liens familiaux. À un moment donné, vous avez fait cette formule en fait, sur laquelle, pour certaines, commettre un génocide, ça voulait dire commettre un génocide en famille. Donc on voit l'espèce de chiasme qu'il y a entre passer les frontières du genre en tuant et en même temps entretenir la famille, la réparer. Et ce que donc pour le dire de cette manière-là, il me semble que pour celles d'entre nous qui avons travaillé sur les éthiques du Caire, il y a une définition qui est extrêmement connue de Tronto et Fischer, qui est que les activités de Caire consistent à réparer le monde. Et là, on en voit toute l'ambiguïté qui consiste à dire qu'on peut activement, en même temps, réparer le monde tout en le détruisant. C'est en fait d'un autre côté. Il y a bien dans le meurtre même, la violence même, en même temps, quelque chose qui est la réparation, alors bien absurde et bien horrible, de notre partie du monde. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que ça se ressemble, ça converge de manière troublante au niveau de terrain. Il y a des grands écarts. Évidemment, les enjeux moraux, dans un cas, il y a quelque chose d'absurde. Enfin, ce sont des personnes, on va dire, moralement répugnantes. Dans l'autre, ce sont des femmes qui vont se perdre. Tout à l'heure, je reviendrai, mais il y a vraiment cette idée d'un jeu sur l'idée de se perdre. Parmi les grandes différences, notamment, il y a le fait que si dans un cas, ce sur quoi nous apprenons, ce sont des femmes subalternes, et subalternes de multiples manières, puisque ce sont des jeunes filles tseltales, c'est-à-dire indigènes, issues des zones les plus conservatrices du Chiapas, et aussi des zones les plus pauvres, donc des femmes qui sont confrontées à de la très grande pauvreté, et alors que de l'autre côté, nous avons donc des femmes Hutus qui sont ministres, responsables politiques, membres de l'élite, porteuses de ce que vous avez nommé une féminité hégémonique. Alors, aussi, il y a des différences qui partent, entre hypothèses, qui partent de considérations similaires, notamment autour de l'idée de déviance. La question que vous posez l'une et l'autre, c'est est-ce que nos objets, en fait, font preuve de déviance ou pas? Et ce qui me semble intéressant, c'est que vous ne tirez pas les mêmes conclusions sur la fécondité du concept, ou tout le moins son utilité pour appréhender vos terrains. Donc je vous laisserai expliquer laquelle trouve ça fécond, l'autre pas, mais il y a vraiment cette question de s'agit-il de déviance ou pas, et par rapport à quoi? C'est-à-dire par rapport à l'homme de genre ou par rapport à d'autres choses. Alors ce sont aussi deux thèses, et ça a déjà été dit par Anne-Isabelle François, dont la réalisation supposait un certain courage. Alors un courage physique, j'allais dire, de la part de Juliette Danfaca, qui a suivi les jeunes migrantes alors depuis des communautés manifestement peu enthousiastes face au soutien que vous avez manifesté pour vous enquêter, jusqu'à des quartiers malfamés de Mexico où elles migrent. Donc, courage vraiment, là, vous êtes mise en danger en tant que personne, et puis peut-être un courage que j'appellerais plutôt scientifique et féministe de la part de Juliette Bourg, qui donne à voir des femmes bien loin des figures positives que nous aimons mettre en avant, que mettent notamment en avant un certain nombre de grammaires philosophiques, éthiques, sociologiques, etc., comme par exemple les éthiques du Caire, l'écoféminisme, selon lesquelles les femmes ont une disposition particulière à se rapporter de manière pleine de sollicitude aux autres et à la nature. Et c'est d'autant plus, j'allais dire, vous nous obligez d'autant plus à fixer à quel point est-ce que cette disposition n'est pas toujours déjà là, qu'on ne peut même pas avoir une sorte de réconfort un peu étrange à l'idée de se dire, bon, cette façon d'être violente
que vont avoir ces femmes, ce serait finalement une horrible déclaration de puissance vis-à-vis des hommes ou quelque chose comme ça. Parce que ce que vous montrez aussi, c'est qu'il s'agit aussi de violences qui ont été faites contre d'autres femmes, et en particulier le fait que certaines ont organisé le viol, et en particulier des viols épouvantables, barbares, collectifs, d'autres femmes. Voilà donc évidemment des divergences, des convergences, et toujours dans la liste des convergences peut-être, il y a un thème qui apparaît chez l'une comme chez l'autre, j'allais dire presque une entité dotée d'une agentivité, c'est la rumeur. La rumeur qui va donc, alors là qui est vraiment au cœur de votre travail, puisqu'il y a ces rumeurs de prostitution qui vont être vraiment la manière de disqualifier les jeunes femmes qui migrent, de les expulser littéralement de la communauté, donc, qui en font des femmes perdues. Donc, ça c'est vraiment central, mais dans votre cas à vous, donc la rumeur elle apparaît notamment autour de questions d'émasculation. Hein, en fait, ces femmes notamment étaient les agentes de forme d'émasculation sur leurs victimes. Donc je crois que ce qu'on voit bien, c'est l'agentivité déjà de la rumeur, ses effets radicaux, genrés et genrants sur les destins. Et là on voit peut-être les effets d'oppression de la parole, hein, et de la réitération des énoncés, bien au-delà, j'allais dire, de la logique performative, grammaticale, axée sur l'interpellation, qui avait été tellement étudiée dans les poètes de Judith Butler. C'est vraiment un petit peu autre chose que vous nous donnez à voir, et puis c'est aussi un contenu de rumeurs qui va supposer l'usage des images, et, en tout cas dans votre cas l'usage des réseaux sociaux, etc. Donc il fait que ce n'est pas que du texte, mais c'est intéressant de voir le fait que voilà, une logique assujettissante qui n'est pas que par l'interpellation. Mais c'est aussi, je trouve, dans un cas comme dans l'autre, des propos sur la rumeur qui confortent ce qu'il y a très longtemps la Fage avait montré dans Dire et Mal Dire, c'est-à-dire que la rumeur est autant un outil qui repose sur la distribution du blâme, permettant aux hommes de conforter leur domination, qu'une forme de pouvoir faible pour les femmes qui la lancent, la relaient ou l'amplifient. Et cette rumeur constitue même une forme d'accès, un peu problématique, mais une forme d'accès aux politiques pour ces femmes. Il y a aussi un certain nombre de points communs dans votre volonté de porter un éclairage sur ce que j'appellerais des silences et des dénis. Donc ça n'est pas seulement ce qui est dit, c'est aussi ce qui est tu, c'est-à-dire ce qui est caché et aussi ce qui est nié. Ce sont des silences qui entourent les femmes sur lesquelles vous avez travaillé, ou des silences qu'elles produisent. Dans un cas, donc, il s'agit des dénis d'existence des jeunes filles qui ont migré à Mexico, un déni d'existence, donc par en particulier les hommes importants de la communauté de San Juan Campo, hein, qui sont rassemblés dans une sorte de comité, on vous expliquerait mieux. Donc apparemment, a l'air d'avoir le pouvoir de dire bon, non, voilà, elle n'existe pas. Bon. Donc ça, c'est un déni d'existence, hein, et puis d'un autre côté, déni de culpabilité des femmes hutus, qui développent des registres d'excuses, hein, qui passent notamment par des logiques essentialistes. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et je vais terminer là-dessus, parce qu'en fait, c'est précisément en renvoyant à ces dispositions pour le Caire que sont supposées avoir les femmes, qu'elles vont tenter d'arguer qu'il n'est pas possible qu'elles aient participé, puisqu'elles sont des femmes. Donc il y a là un jeu qui du coup m'a amené, à titre de conclusion, et m'a demandé ce que, pour moi, depuis mon point de vue que vous comprenez est un peu décalé, le type de méditation philosophique donc, auquel vos travaux engagent, ou en tout cas qu'ils proposent. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose, un fil que j'aurais aimé tirer, évidemment je ne vais pas le faire là, mais autour de la question de ce que c'est que se perdre
ou perdre. Alors le mot n'apparaît que dans une des deux thèses, hein, notamment dans le titre, puisqu'il s'agit des filles perdues de Sam Van-Cancook. Mais la question se pose en fait, qu'est-ce que ça veut dire que se perdre? Est-ce qu'il est possible de se perdre? Et comment est-ce que les femmes sont prises dans un rapport particulier à se perdre? Qu'est-ce qui est perdu? C'est-à-dire, il y a à la fois, d'un côté, des femmes que l'on dit perdues parce qu'elles ont passé les limites du genre, et donc elles ont osé migrer, donc on va les dire perdues, parce qu'elles ont passé ces limites. Et d'un autre côté, des femmes qui se savent perdues face à l'appareil judiciaire ou face au regard de l'enquêtrice, dont elles, j'imagine, anticipent le blâme, et qui, donc, contre cette sensation d'être, cette réalité qu'elles sont vraiment perdues, alors, justement, essayent de rentrer de toute force dans les limites du genre, en plaidant justement leur féminité et la douceur qui est supposée être la leur. Voilà, je m'arrête là. Je vous félicite vraiment pour ces deux très beaux travaux qui, j'en suis sûre, vont susciter beaucoup de travaux derrière eux, de réflexion, beaucoup de méditation. Et donc je vous laisse les présenter de manière beaucoup plus adroite et précise que ce que je viens de faire, et je vous donnerai les prix juste après. Par ordre alphabétique. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par les remerciements. Tout d'abord, merci au jury de l'Institut du genre pour avoir récompensé ce travail. Félicitations à ma colauréate également. Je souhaite remercier mon directeur de thèse, Stéphane Audouin-Rousseau, pour son soutien tout le long de ces 5 années de thèse, et Hélène Dumas, grâce à qui je me suis intéressée au génocide perpétré contre les Tutsis. J'en profite également pour remercier les institutions qui m'ont soutenue, le HESS, le CNRS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au Rwanda, le Minou Boumoué et Ibuka, et au Sénégal, la division pénitentiaire. Surtout, merci Moula Kosé, à mes 2 traducteurs et amis, Jean Rosindaza et François Kajiwabo, sans qui le terrain au Rwanda n'aurait pas pu se dérouler, tant par leurs compétences professionnelles que par leur amitié, car j'ai appris que mener une recherche sur un sujet aussi sensible, en étant confronté chaque jour à la violence des récits des rescapés et aux mensonges des accusés, ne peut se faire qu'avec des personnes de confiance avec qui le soir, on peut parler et rire. Merci évidemment à ma famille et à mes proches, ainsi qu'aux collègues qui m'ont accompagné tout au long de cette recherche. J'ai évidemment une pensée pour tous mes interlocuteurs au Rwanda qui ont accepté de participer à cette recherche, surtout pour les rescapés qui ont partagé leur histoire si difficile. Ce prix, c'est aussi pour eux, puisque j'espère que cela pourra participer à ce que leur histoire soit connue hors du Rwanda, comme beaucoup en ont exprimé le souhait, et que cette thèse pourra participer à perpétuer la mémoire de ce génocide qui souffre encore de nombreuses attaques négationnistes. Et je suis également heureuse, si on peut dire ça comme ça, qu'une telle recherche sur des crimes de masse soit récompensée en ces temps aussi sombres, où des crimes contre l'humanité continuent à être perpétrés chaque jour sous nos yeux, que ce soit en Palestine, en Ukraine, au Soudan ou en RDC. Et je ne sais pas si la recherche peut quelque chose, si ce n'est peut-être d'aider à comprendre. Donc ma thèse, comme des hommes, point d'interrogation, trajectoire militante de femmes politiques impliquées dans les génocides perpétrés contre les Tutsis, soutenue en octobre 2024, revient sur des trajectoires de radicalisation politique et démontre le choix fait par ces femmes, parfaitement intégrées et normales, dans une violence politique ayant mené à l'extermination d'1 million de Tutsis rwandais en moins de 3 mois. Cette thèse se situe au croisement de l'histoire politique et du genre et retrace donc les trajectoires de 15 femmes politiques rwandaises condamnées pour leur participation au génocide en position d'autorité. Qu'elles aient été ministres, députées ou autorités locales, toutes ont pris en main l'extermination systématique de leurs concitoyens Tutsis entre avril et juillet 1994. En utilisant majoritairement des archives judiciaires et des entretiens, la recherche s'est surtout déroulée au Rwanda pendant près de 11 mois. Elle a nécessité l'exploration des massives archives des tribunaux gacaca en langue kinyarwanda,
Et donc, même si j'ai fait l'effort d'apprendre la langue, la traduction, comme l'interprétariat, s'est déroulée avec l'aide des 2 traducteurs que j'ai mentionnés, qui étaient habitués aussi à travailler au contact de cette histoire et des acteurs du génocide. J'ai pu interroger 6 de ces femmes lorsqu'elles étaient emprisonnées au Rwanda, leurs collaborateurs et collaboratrices, qu'ils soient ou elles soient en prison ou sorties de prison, leurs victimes et d'autres témoins. Je me suis également rendue pendant 6 semaines au Sénégal pour m'entretenir avec l'ancienne ministre rwandaise Pauline Ramasuko dans sa prison onusienne. Ce second terrain a permis de faire advenir une réflexion sur le rôle joué par la prison et le lieu de cette prison dans l'énonciation de leur discours de défense. La thèse a permis de remettre en question la pertinence d'une catégorie d'analyse dite de participation féminine à la violence de masse, puisqu'en effet, si ce groupe de femmes était statistiquement peu représentatif de la norme criminelle établie par les jugements Gacaca, puisque environ 100 000 femmes ont été condamnées par ces cours, leur pouvoir était réel et elles demeurent aujourd'hui des figures politiques incontournables au Rwanda. En raisonnant par l'absurde, trouverait-on normal de comparer l'attitude pendant un génocide d'un ministre et d'un paysan illettré en parlant de participation masculine ? En effet, les modalités particulières de la participation de cette élite politique féminine ne peut se comprendre qu'à l'intersection de leur classe sociale, de leur âge et de leur race hutu, en plus du genre. Porteuse d'une féminité hégémonique, elle faisait partie des quelques femmes valorisées par le régime, et donc loin d'être des déviantes, elles ont donc pu et choisi de participer à un projet politique d'extermination en tant que femmes politiques. Au regard de leur trajectoire sur le temps long, ces femmes ainsi ont pu entrer dans une violence génocide totale. Une analyse en termes de transgression des normes a donc été rejetée au profit de l'attention à la diversité des féminités rwandaises avant, pendant et après 1994. En effet, la thèse commence à leur enfance, puisque ces 15 femmes appartenaient à une petite élite féminine qui n'est pas soumise aux mêmes attentes que les autres jeunes filles. Nées au tournant de l'indépendance, elles se construisent comme des jeunes filles hutus qui, par leur genre et par leur race, doivent doublement bénéficier de la révolution et de l'indépendance réalisée au nom de l'ethnie majoritaire. Cette histoire politique s'est écrite du point de vue des bénéficiaires des discriminations anti-Tutsi. Si aucune n'a montré de propension à la haine raciale, elles grandissent dans un contexte où, par exemple, les figures féminines de reines Tutsi précoloniales sont diabolisées en comparaison avec de nouvelles figures de femmes hutus qui entrent en politique. Après leurs études, elles s'engagent toutes dans des carrières de fonctionnaires et se marient avec des hommes hutus, eux aussi bien intégrés au réseau de l'élite. En poste politique à la fin de la décennie 1980, elles font partie des rares politiques de promotion féminine qui sont menées au Rwanda à cette période. En 1990, le régime qui les a promues entre en guerre contre le Front patriotique rwandais, un mouvement politique composé majoritairement d'exilés Tutsis. Pendant 4 ans, elles apprennent la violence et d'autorités civiles, elles deviennent des autorités paramilitaires luttant contre un ennemi intérieur désigné, le Tutsi. Elles recrutent et dirigent des jeunes hommes, apparaissent en armes et en treillis, portent aussi des pagnes aux couleurs de leur parti politique. Pour éviter toute surdétermination, j'ai également choisi de présenter, à côté de ces parcours de femmes extrémistes, ceux d'autres femmes appartenant exactement au même milieu, à cette même élite, notamment celui de la première ministre Agathe Uwilingiyimana, hutu et assassinée le 7 avril en raison, elle, de ses convictions contre les discriminations ethniques et la radicalisation anti-Tutsi. Je pense que ce que la thèse a montré, c'est que cette période de la guerre est la plus importante pour comprendre le parcours de violence de ces femmes, puisque c'est ce qui a constitué en fait la rupture principale dans leur trajectoire, et qu'il faut comprendre leur participation au génocide entre le 7 avril 1994 et juillet 1994 comme la continuité de cette période de guerre. Donc, la deuxième partie de la thèse aborde la période du génocide en lui-même, ces 3 mois, et grâce à la construction d'une journée type de ces femmes devenues alors génocidaires. Le matin, toutes organisent l'extermination, les tueries, les viols et les pillages, qui ensuite représentent le cœur de leur journée puisqu'elles y participent directement. Le soir, elles cachent les preuves et elles décompressent, puisque, devenues tueuses, elles se maintiennent également dans leur foyer dans des rôles sociaux genrés. Ces femmes, ce sont des génocidaires, mais ce sont aussi de bonnes mères de famille,
leur foyer devenant le lieu où elles nourrissent tant les miliciens qu'elles intègrent à leur famille que leurs enfants. Et elles participent, grâce à ces rôles socio-genrés, à la cohésion de groupes d'attaquants. Les sources, évidemment, ne sont pas exemptes de biais genrés, puisque leurs anciens miliciens les décrivent toutes comme surpuissantes, en essayant eux-mêmes de se défendre. Et la fausse rumeur que vous avez mentionnée d'émasculation a également révélé ce que les victimes, elles, pensent qu'une femme peut faire de pire, puisqu'en fait, si elles ont tué, elles ont fait violer des femmes, ce qu'on retenait pour les décrire comme des monstres, c'est ce qu'elles n'avaient pas fait, donc émasculer des hommes tutsis. Enfin, après un intermède consacré à leur fuite au Zaïre, la dernière partie aborde leur procès. Et j'ai choisi d'étudier leur déni et leur négationnisme comme des stratégies de défense, nous renseignant sur leur système de pensée et sur les valeurs morales qu'elles projettent sur leurs interlocuteurs, que ce soit lors des procès dans les archives ou en entretien avec mes traducteurs et moi. Si elles utilisent les mêmes arguments que les hommes de pouvoir, elles peuvent aussi s'individualiser comme femmes en utilisant des arguments essentialistes liés à leur nature ou à leur supposé rôle genré. Comme femmes, donc, elles n'auraient eu ni de nature violente, ni le pouvoir, ni le temps de pouvoir participer à un génocide. Ainsi, elles révisent elles-mêmes le contexte de leur ascension politique et elles apparaissent finalement comme celles diffusant les principaux stéréotypes liés aux femmes violentes. Cette thèse, je pense, a aussi entamé une réflexion sur la manière dont, en tant qu'historienne, on peut écrire l'histoire des génocidaires avec des entretiens menés avec elles, quand ces entretiens sont caractérisés par un déni total. Pour conclure, donc, elles avaient la capacité d'agir comme des hommes. Cependant, leur position minoritaire parmi les autorités, leur ascension politique, leur motivation, leur maintien dans des rôles sociaux genrés et la perception de leur violence rappellent qu'elles ont également agi comme des femmes politiques, qu'elles ont surtout agi comme des femmes politiques qui ont tiré les opportunités offertes à certaines femmes par un système politique raciste puis génocidaire. Cette recherche, j'espère, amorce également une réflexion plus large sur les fémonationalismes. Merci. Bonsoir, félicitations à ma colauréate. Avant de commencer, je voudrais remercier profondément l'Institut du genre pour m'avoir décerné ce prix de thèse. Il s'agit de la plus belle récompense que je pouvais espérer pour mon travail. Cette récompense, je la partage évidemment avec mes enquêtés de Saint-Rouen-Cancouc, mais aussi avec le LESC, l'EREA, le GERM, l'Université Paris-Nanterre, le D395 et bien évidemment mes amis et ma famille. Au cours de mes études, j'ai enchaîné les bicursus jusqu'à trouver ma propre voie en anthropologie. Lors de ma bilicence en histoire et en géographie, j'ai développé un intérêt pour les formes urbaines et pour les mobilités. C'est en suivant une troisième licence d'anthropologie, tout en validant mon master d'histoire et de géographie, que je me suis véritablement penchée sur le cas des indigènes mexicains. J'ai alors décidé de m'y consacrer exclusivement. En arrivant en master à Nanterre, mon premier mouvement de recherche est parti d'un questionnement sur la politisation des indigènes lors de leur migration en ville. Suite à une première expérience de terrain de 6 mois, mon axe de recherche s'est définitivement inscrit dans les études de genre. Niché dans les hautes terres d'un État fédéral au sud du Mexique, le Chiapas, San Juan Cancouc est un municipe réputé retors. Doté d'un gouvernement composé exclusivement d'hommes mariés, élus par d'autres hommes mariés, il est, à l'incongruité de ma présence, actée depuis 2017, il a fallu ajouter en 2019 celle de mon projet de recherche. Ce projet de recherche avait un programme ambitieux, celui de parler à des jeunes filles qui n'existaient pas. Bintiachish Mayuk Mayek Marnatik. Quelle jeune fille? Il n'y en a pas, nous ne savons pas, elle n'existe pas. Cette phrase m'a été répétée à l'envi. En Tseltal, l'absence se double d'une non-existence. Comment enquêter sur ce qui est censé ne pas être? Dans les discours majoritaires à San Juan Cancouc,
le parcours à Mexico des jeunes filles non mariées à Chiche était silencié, et ce de deux façons. Soit en disant qu'elles étaient prostituées, soit en disant qu'elles n'existaient pas. Mayuk Mayik. D'où la question de la voix, à la fois comme matériau d'enquête et comme outil d'analyse. Ce thème, central dans ma thèse, a déterminé son titre. Des voix déviées, migration des jeunes filles tseltal de San Juan Cancuc, perdues à Mexico DF. Contourner ces difficultés d'accès à des voies déviantes a supposé avoir recours à une méthode de travail et de recueil de données adaptées. Dans un contexte où 76% des femmes de San Juan Cancuc ne parlent que de tseltal, mon premier impératif a été de m'exprimer dans cette langue couramment, au point d'être aujourd'hui devenue bilingue en tseltal. À partir du matériau audio, d'entretiens compréhensifs recueillis, le plus difficile a été, pour moi, de trouver la distance juste entre ces voix de mes enquêtés et la mienne. Je me suis attachée à Rachel, Fabiola, Soledad et Sarah. Et je considère que c'est cet attachement qui a été nécessaire pour obtenir des données de terrain de qualité. J'ai noué des relations profondes avec elles. Elles se ressentent, je crois, dans la teneur émotionnelle et intime de nos entretiens compréhensifs en tseltal, recompilés dans de volumineuses annexes de 1100 pages environ. En migrant, ces très jeunes filles, âgées de 13 à 21 ans, suivent un parcours qui s'éloigne de celui créé pour elles par leurs aînés cancuqueros. Aînés cancuqueros qui leur sont supérieurs hiérarchiquement. Sur le plan discursif, cela se reflète par une économie de la parole particulière. Je l'ai traité en développant ma thèse autour de cette problématique. Comment le discours sur la migration des Hatchiches transgresse-t-il les normes de San Juan Cancuc et de Mexico DF? Poser cette question a supposé interroger le discours de la migration produit par les migrantes elles-mêmes, en le croisant avec ce qui est dit de leur migration par les différents acteurs des espaces qu'elles traversent. Qu'est-ce qui est considéré comme transgressif en fonction des espaces sociaux et des échelles d'analyse? Qu'est-ce qui est transgressé exactement et comment transgresse-t-on? En un mot, comment se fabrique la déviance de ces jeunes filles migrantes? Pour répondre à ces questions, je me suis d'abord attachée à montrer de façon processuelle comment s'est construite leur identité de personnes à la fois jeunes, féminines et indigènes, dans une optique donc intersectionnelle. En portant l'incise sur l'analyse de la socialisation dont est issue cette identité, je montre comment, en migrant à Mexico, mes enquêtés dévient de ce rôle genré à tel en ne correspondant plus aux attentes sociales patriarcales de leur groupe d'origine. Conséquence de cette déviance, la stigmatisation du parcours des migrantes est problématisée dans la deuxième partie de ma thèse que j'ai intitulée « Migrer à sa perte ». Pour ne pas déroger aux normes produites par les hommes du gouvernement local, le comité, les habitantes de San Juan Cancuc soutiennent que les Hatchiches partis à Mexico n'existent pas. Ce contexte m'a poussé à développer une méthode ethnographique d'écoute et de compréhension de voix subalternes. À partir des apports de Gayatri Chakraborty-Spivak, je montre que, sur mon terrain, cette méthode a supposé ma propre exclusion du municipe aux côtés de mes enquêteurs. Les suivre dans leur parcours migratoire a révélé que, si elles sont communautairement rejetées, les Hatchiches sont également marginalisées à Mexico en raison de leur genre, de leur classe et de leur ethnicité. Je souligne alors que, si elles jouent et se jouent des normes à San Juan Cancuc, les migrantes se jouent et jouent également en ville avec les normes de l'État-nation mexicain. Aussi, leur canal, c'est-à-dire le travail salarié qu'elles existent, s'inscrit-il dans une redéfinition active depuis la ville de leur rôle à tel dans la communauté. Dans ce contexte, les parents des migrantes adoptent une position ambivalente. Ils taisent en public l'existence de leurs filles, mais les pleurent en privé, en essayant d'établir des stratégies de retour contournant l'interdiction du comité.
Ces tensions motivent ma lecture critique du respect que les jeunes filles indigènes devraient à leurs aînés. À partir du constat de la négation de leur agentivité, je pose cette question. Comment les jeunes filles migrantes ont-elles été prostituées? Depuis San Juan Cancuc, les migrantes sont toutes arrivées à Mexico en bus, dans un quartier appelé La Merced. Ce quartier est connu pour être un haut lieu de trafic et de travail du sexe. Si la plupart de mes enquêtés, cuisinières ou domestiques, entretenaient parfois des relations sexuelles ou érotiques contre rétribution, certaines étaient prises dans un marché de traite humaine sous l'autorité d'un proxénète. Cette acception trop large du terme de prostitution m'incite à lui préférer la notion théorisée par Paola Tabet, la notion d'échange économico-sexuel. Couplée à l'approche du marché au sexe portée par Guy Rubin, cette notion me permet de mettre au jour comment l'indistinction du stigmate de la putain génère un tabou utile pour préserver un ordre patriarcal à la confluence entre deux cultures qui se pensent pourtant en antagonisme. Les stratégies de défense des intérêts collectifs sur lesquels débouche leur mobilité singulière nous invitent alors à discuter des enjeux politiques de la vulgarité imputée au comportement des migrantes. Je démontre que cette vulgarité exprime une crainte de les voir renverser des rapports de pouvoir patriarcaux courant depuis l'échelle du municipe jusqu'à celle interconnectée de la capitale. Redéfinissant activement les conceptions émiques du genre, les migrantes sont effectivement considérées comme des Antilvéniques, des femmes-hommes ou des hommes-femmes, au même titre que les personnes transgenres et ou homosexuelles de la communauté. En d'autres termes, elles acquièrent une transidentité. Palliant leur absence physique par une présence virtuelle sur les réseaux sociaux utilisés massivement par la jeunesse celtale, je montre comment mes enquêtés se ménagent un espace pour exister, à la fois au sein et en dehors de leur société d'origine. C'est ce que j'appelle le champ d'existence. Finalement, je soutiens que l'analyse des modalités de création de ces champs d'existence émergents peut permettre de comprendre la construction actuelle de nouvelles perspectives d'avenir pour les minorités sexuelles et de genre. À l'issue de ce parcours, je souhaite remercier du fond du cœur mes deux directrices de thèse, Valentina Wapnerski et Sylvie Pedron-Colombani. Elles m'ont toujours accompagnée, même quand, pour reprendre les mots de l'une d'entre elles, tout semblait s'écrouler. En dépit de sa dangerosité évidente, ce n'est effectivement pas sur mon terrain, mais bien en France, qu'il me semble avoir pris le plus de risques, au sein de lieux de pouvoir dont la redoutable efficacité des mécanismes de silenciation n'a rien à envier à ceux que j'ai pu mettre au jour dans mon manuscrit. Sans doute, ce parcours épineux y est-il pour beaucoup, dans l'émotion que je ressens et que j'ai ressentie quand j'ai appris que le GIS Institut du genre m'a désigné lauréate de ce prix de thèse. Aussi voudrais-je terminer en adressant mon infinie reconnaissance au Conseil scientifique de l'Institut du genre, mais aussi à toutes ces institutions partenaires, à nos alliés individuels et collectifs qui, en soutenant nos recherches, permettent à des voix déviées de se faire entendre. Je vous remercie. Vous remettre donc au nom de l'Institut du genre vos prix respectifs. Voilà. Donc, Juliette Bourg, toutes mes félicitations.